Bonjour à toutes et à tous, je suis TSR et je vous présente Clove, les démons du paradis, tome 2, chapitre 4. Le Galiléos avait quitté le centre galactique. Il se rendait sur la planète Goulad. C'est un monde qui est sous l'étiquette politique de la République universelle. Il fournissait de nombreux minéraux dans la galaxie d'Aiosikos. Leur modèle économique et politique est basé sur une égalité totale des droits et profit pour tous les citoyens. Ils sont pour une parité totale sur les décisions prises sur leur monde. Ainsi, chaque loi est votée par le peuple. Chaque profit généré est partagé avec le peuple. Malgré la surproduction de leur modèle économique, ils n'ont jamais eu besoin de faire appel aux sages pour recréer une biosphère. Leur monde pourrait paraître paradisiaque aux yeux de certains citoyens de la galaxie. Mais il y a une ombre dans le tableau. Le chef de leur gouvernement voulait se séparer de la République universelle pour rejoindre les archanges de la lumière. Ainsi, il voulait instaurer une dictature au sein de sa société. Le peuple s'est révolté face à son dirigeant. Ils l'ont fait fuir de leur monde. Maintenant, ils doivent faire face à des représailles. Le nouveau président de la démocratie, Kilon Salkor, a demandé l'aide de la République universelle. Le sénateur Dordarek a pris le dossier en main. Il lui a été présenté par son confrère, le ministre Galactarius. La planète étant un partenaire financier important de la République universelle, il ne pouvait les laisser dans une telle situation. Dal Dordarek a informé ses soldats de la situation. Ils vont devoir faire face à deux camps qui s'affrontent. Le premier, le peuple de Goulad. Les autres, des mercenaires à la solde de l'ancien président. La tension sur la planète est totale. Voilà pourquoi ils se doivent de rétablir la paix pour le peuple de Goulad. Quand le vaisseau spatial entre dans l'orbite lointaine de la planète, il découvre des croiseurs d'attaque, des destroyers qui ont créé un blocus autour du monde. Le capitaine Surlong a reçu un message de menace. Il leur demande de quitter la zone, où ils subiront des représailles immédiates. Après l'accord du sénateur Dordarek, le capitaine a l'autorisation de répondre avec la plus grande violence aux menaces qui leur ont été proférées. Malgré la petite taille extérieure du Galiléos, il se déplace vite. Son armement n'est pas non plus à négliger. Ce sont de véritables vaisseaux de guerre. À l'origine, ce type de vaisseau spatial a été créé et été utilisé par les Cloves. Leur structure de petite taille faisait croire à leurs adversaires qu'il n'y avait que des diplomates, alors qu'ils transportaient des troupes pour envahir les mondes. Leur puissance de feu est incomparable. Ainsi, les structures imposantes qui sont en orbite autour de la planète sont percutées par des frappes laser. Les boucliers ne sont pas en capacité d'absorber la puissance de l'attaque. L'un des vaisseaux spatials explose dans le silence de l'espace. Le Galiléos part en direction de la planète.
tout en évitant la pluie de laser des autres bâtiments. La trajectoire qu'emprunte le véhicule républicain lui permet d'ajuster des tirs qui détruisent les destroyers qui tentent de lui bloquer le passage. Ils n'avaient plus le choix. Ils étaient dans l'obligation de quitter la zone s'ils ne voulaient pas perdre leur vaisseau et mettre à mal leur blocus qu'ils avaient instauré. Par chance, le sénateur Dordarek ne voulait se lancer dans une lutte armée spatiale. Son but était d'abord de rencontrer le président Salkor et non d'entrer en conflit avec un ennemi qu'il ne connaissait pas. Après avoir démontré la puissance offensive de leur vaisseau, ils ont pu entrer dans l'atmosphère de Goulad. Leur petit numéro pyrotechnique dans l'espace n'est pas passé inaperçu à la surface. Ils sont accueillis avec le plus grand honneur de la part de la population et des politiciens qui étaient ravis de voir leur libération arriver. Dès leur atterrissage, la foule se masse autour de la carlingue, hurlant des slogans en leur honneur. Le commandant d'Hydrion a demandé au capitaine Surlong d'ouvrir la porte du vaisseau qu'à l'arrivée du cortège présidentiel. Il ne voulait pas mettre la vie du sénateur en danger, surtout qu'il avait comme un mauvais pressentiment. Une planète qui subit un blocus doit être gangrénée par des factions ennemies. La prudence est de mise dans cette situation. Les instructions pour la mission sont aussitôt classées en catégorie Alpha G rouge, la plus haute catégorie défensive. Même le Galiléos n'est pas épargné. Il déploie des boucliers tout en restant prêt à attaquer à tout moment. La sécurité du sénateur sera composée des 5 soldats, mais aussi du commandant. Il ne restera pas dans le vaisseau au vu de la conjoncture planétaire. Un convoi véhiculé approche de la position du Galiléos. Des soldats en sortent pour ouvrir une voie dans la masse qui s'était formée autour du vaisseau. Le président Kilon Salkor se présente devant l'ouverture du bâtiment. Cette dernière se déploie. Les soldats sortent en premier, suivis de près par le sénateur Dordarek. Les deux politiciens se saluent d'une étreinte amicale. Ils échangent quelques mots bienveillants, puis remercient la venue de la population de poignées de main chaleureuses. Dag Dordarek les rassure sur leur avenir qui ne pourrait être que meilleur. Sans plus attendre, les deux politiciens disparaissent dans le module de sécurité avec les soldats des deux hommes. Sur le chemin qui les mène vers l'ambassade républicaine de la planète, ils découvrent des paysages verdoyants, fourmillant de vie animale. Malgré la présence de nombreux soldats sur leur chemin, les habitants vivaient dans une certaine tranquillité quand la guerre restait loin de leur contrée. Une fois arrivés dans le lieu dédié à la négociation politique, le président commence à expliquer la situation. Nous avons su défaire l'emprise de l'ancien président Almir Galijor, qui avait entrepris de changer notre république. Il voulait instaurer une dictature pour étendre son empire financier et militaire. Nous sommes arrivés à sauver notre république. Malheureusement, dans le système, il y a une autre planète. Notre voisine, Méliar. Elle est sous l'étiquette politique de l'Union galactique. Le président prend une posture plus sombre lorsqu'il aborde ce nouveau sujet. Voyez-vous, le problème ne vient pas de Almir Galijor, mais de son fils, Pula Galijor. Il est bien pire que son père. Il est persuadé que Goulad lui appartient. C'est pour cela qu'il a engagé des mercenaires.
La famille Galjor a bâti des entreprises dans plusieurs planètes. Ils ont créé un véritable empire financier. Poula Galjor n'est pas qu'un simple dictateur avide de pouvoir. Il a par le passé appartenu à l'élite galactique. Il représentait Goulad au sein du centre galactique. Il était le seul à avoir la capacité d'un soldat d'élite. Mais face à la concurrence, il a été dégradé dans l'échelon militaire. Il s'est retrouvé humilié. Depuis, il n'a eu de cesse que de vouloir instaurer la loi par la force. Je suis persuadé que les agissements de son père ont été pris en partie par la volonté haineuse de son fils. Méliar dépend de l'autorité de Poula Galjor maintenant. Il a instauré des mesures dictatoriales au peuple qui n'a rien eu à dire. Si l'Union Galactique venait à l'apprendre, il se lancerait dans un conflit pour aider la population. Voilà pourquoi il veut à tout prix prendre le contrôle de Goulad. Il pourra ainsi créer une alliance des planètes unies sous l'étiquette politique qu'il souhaite, sans avoir à se justifier auprès des partis galactiques. Le sénateur d'Ordarek a compris la manœuvre de la famille Galjor. Vouloir imposer leur modèle politique sans subir les affres de la constitution galactique. Dalg d'Ordarek était tout de même songeur sur leur manœuvre, car ils auraient fait alliance avec l'archange de la lumière. Un parti politique universel n'est pas censé ignorer la loi. Leur positionnement sur le dossier doit être éclairci, pensait-il. C'était TSR. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine.